Souvent, les entrepreneurs ont un peu cette envie de prouver qu'ils peuvent y arriver, mais du coup, ça peut amener aussi à pas mal d'isolement. On glorifie beaucoup l'entrepreneuriat avec la flexibilité qu'il apporte, les gros gains financiers et la satisfaction de donner vie à ses idées. Mais on sous-estime la pression quotidienne de cette charge mentale de gagner sa vie et d'être désormais seul responsable de sa stabilité financière et de son accomplissement professionnel. Si on se donne des objectifs irrationnels, irréalistes, on va sans arrêt être dans la souffrance et dans la pression. Stress, anxiété, solitude, isolement, intense fatigue, burn-out, les mots qui peuvent accabler notre santé mentale quand on entreprend sont nombreux. L'élément, à mon avis, le plus important, c'est le fait d'être en présence, en pleine conscience. Parce que dans nos vies un peu actives, et notamment chez les entrepreneurs, on est sans arrêt en train d'anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister comme on l'imagine, ou en train de ruminer un passé qui n'existe plus. C'est pour vous aider à mieux prendre soin de vous et de votre santé mentale que j'ai interviewé Delphine Pi, psychologue clinicienne, conférencière et autrice spécialiste du bien-être émotionnel des entrepreneurs. Moi, j'aime bien cette idée de faire l'extraterrestre. Tu vois, c'est de se dire, je fais comme si je venais de débarquer sur cette planète, et ce que je suis en train de faire, je le fais comme si c'était la première fois que je le faisais. Donc si par exemple je suis sous ma douche, au lieu de me dire tiens, qui va chercher le petit à l'école, il faut pas que j'oublie mon colis, machin, etc. Où là je suis dans ma tête et pas du tout dans mon corps et dans l'instant, et ben là si je suis un extraterrestre, ben, je vais être curieuse finalement de tout ce que je ressens. Dans cet épisode hors série, elle décrypte les situations auxquelles on peut être confronté et nous donne les clés pour repérer les signes et s'en sortir. Bonjour Delphine, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venue. Delphine, tu es psychologue depuis plus de 15 ans, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. En 2020, tu as cofondé l'application Psynergie, la première application de psychothérapie mobile qui fonctionne par chat vidéo, qui permet de créer une expérience de thérapie nouvelle. Et tu interviens aussi beaucoup en entreprise pour sensibiliser sur les sujets de la santé mentale, le burn-out, la gestion des conflits, les risques psychosociaux. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, on va s'intéresser ensemble à la santé mentale des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet d'ailleurs, beaucoup de mots en fait psychologiques dont on peut souffrir quand on est entrepreneur. Ça peut être de l'anxiété qui naît de la pression qu'on se met si on veut faire du chiffre d'affaires, le poids de la responsabilité, le burn-out. Au premier abord, qu'est-ce que tu dirais qui revient le plus souvent quand tu accompagnes des entrepreneurs? Alors, ce qui est le plus souvent décrit, c'est cette solitude de l'entrepreneur, parce que généralement, dans l'entourage, il y a peu de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, et que l'on ait une équipe ou pas, lorsqu'on est à la tête d'une entreprise ou d'un business, et ben, on se ressent bien seul parce qu'on est face aux défis déjà financiers, mais aussi toutes les décisions à prendre. Généralement, ce qui revient le plus, c'est ça, c'est personne me comprend, je suis tout seul pour prendre les décisions ou toute seule pour prendre les décisions. Et ça, c'est une sacrée pression qui n'avait pas forcément toujours été anticipée et qui peut amener à beaucoup de pression, de charge mentale, et qui peut amener jusqu'au burn-out. Hmm. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu préconises ou tu recommandes quand tu as des patients qui viennent te voir justement et qui se sentent seuls, en tout cas dans l'entrepreneuriat? Il existe plein de réseaux ou d'associations pour des personnes qui entreprennent et qui peuvent se rencontrer, parler de leurs problématiques, échanger. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel parce que pour l'avoir vécu, hein, c'est vrai que parfois, en fait, on se sent vraiment complètement seul face au reste du monde. Et l'entrepreneuriat, c'est un chemin très beau, mais aussi semé d'embûches. Et on peut monter très haut, descendre très vite, se sentir découragé. Et en fait, des fois, on est très enthousiaste et d'un coup, poum, on est face à une difficulté et là, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et c'est vraiment des hauts et des bas. Et je pense que c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui puisse vraiment comprendre ça sans l'avoir vécu. Parce que c'est vraiment un parcours tellement particulier que je pense que les personnes qui ont toujours été salariées, par exemple, peuvent avoir du mal à s'imaginer ce que c'est au quotidien. Hmm.
Donc finalement, se tourner, vers d'autres entrepreneurs, ne pas Mmh. hésiter à en contacter pour prendre un café, pour discuter, ce que tu disais, rejoindre des réseaux, peut-être des Mmh. coworking, des incubateurs? Oui, et puis ne pas hésiter à en parler aussi à ses proches. C'est-à-dire que tant que les personnes sont dans le soutien et finalement dans l'acceptation et dans l'écoute, ils n'ont pas forcément besoin de comprendre tous les enjeux en fait. Mais déjà, rien que le fait d'avoir quelqu'un qui écoute vraiment, qui se préoccupe, qui soutient, c'est déjà beaucoup en fait. Souvent, les entrepreneurs ont un peu cette envie de prouver qu'ils peuvent y arriver, mais du coup, ça peut amener aussi à pas mal d'isolement. Et on va pas se mentir, hein, quand on est entrepreneur, il y a aussi une charge de travail qui est assez intense, surtout au départ, parce qu'on fait un petit peu tout tout seul. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais la charge mentale que c'est au quotidien, et il n'y a jamais finalement d'heures de bureau ou d'heures Ouais, il y a pas de de pause, en famille. fait. Voilà, c'est ça. Et Mmh. de trouver son équilibre vie pro, vie perso, c'est très compliqué. Parce qu'on a tendance voilà, à travailler le soir, une fois que les enfants sont couchés, des fois à travailler le week-end. Donc ça, c'est aussi le grand piège en fait, de se mettre des barrières, des limites pour qu'il y ait vraiment des temps de travail et des temps de repos, de loisirs, de famille. Ce que tu disais justement, finalement, il y a cette barrière qui est très floue entre la vie pro, la vie perso, d'autant plus quand c'est un projet un peu passion, quand on est entrepreneur et ça, des fois, malheureusement, ça peut aussi, du coup, mener au burn-out parce qu'en fait, on se donne corps et âme à son projet. On ne prend pas forcément, du temps pour soi. On finit par se brûler, du coup, comme, le dit l'expression. Comment est-ce que on peut repérer justement ces signes de burn-out et comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Alors le burn-out, c'est déjà une grande sollicitation par l'individu lui-même, mais aussi par l'environnement ou par, voilà, par exemple, la déformation de l'image de soi, donc la difficulté à s'affirmer, la peur de l'échec ou la peur de mettre des limites, de s'affirmer, quoi. Donc c'est déjà ça, et il y a 7 grands signes qui doivent alerter. Donc c'est l'épuisement, donc un état vraiment de fatigue intense, constant, qui n'est pas soulagé par le repos. Donc même après une semaine de vacances, ben, on se sent encore fatigué. On peut retrouver le manque d'enthousiasme au travail, donc des difficultés à se lever le matin, le stress, la boule au ventre à y aller, etc. Ensuite, on peut noter également une performance qui peut être réduite, donc des difficultés de concentration. Et finalement, comme on bosse encore plus, ben, on ne se repose pas, donc on peut faire encore plus d'erreurs. Donc on cherche à travailler encore plus pour compenser. Et ça peut amener à une perte de confiance en soi, de l'inquiétude ou voire de l'anxiété, des ruminations qui tournent en continu, soir, week-end, et qui vont vraiment court-circuiter en fait toutes les autres parties de vie, notamment financières, mais c'est pas forcément que ça, c'est aussi sur le poids de la responsabilité, sur le fait d'être capable d'y arriver par exemple aussi. On peut retrouver aussi des symptômes physiques, donc des céphalées, des problèmes de dos, insomnie, problèmes de peau, etc. De l'irritabilité ou des troubles de l'humeur, donc des émotions qui vont déborder plus facilement, on se sent déprimé ou agacé par des petites choses. Donc les troubles du Et sommeil, donc on en a typiquement parlé, ouais, c'est ça. quand il y a plusieurs, de ces facteurs qui se manifestent, qu'est-ce que tu conseilles? Il faut aller consulter? Il faut essayer de prendre du recul, Oui, alors il faut pas hésiter à en parler à son médecin déjà. Mais oui, quand on observe qu'on est dans ces troubles-là, ralentir un peu, prendre du recul, prendre du repos, quoi. Parce que sinon on va droit dans le mur, et c'est vrai que le burn-out, après, c'est long pour s'en relever. Donc quand on commence à voir plusieurs de ces signes-là, c'est bien de faire un pas de côté, d'aller consulter son médecin généraliste ou son psychologue, pour ensuite pouvoir trouver des solutions. et tu disais justement, il y a aussi ce syndrome, des fois de penser qu'on fait pas assez bien les choses, donc ça peut aussi, enfin, finalement rejoindre un peu ce syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il est forcément négatif, ce syndrome de l'imposteur? Ben, forcément, parce que le problème, c'est qu'on se sent nul, donc on travaille beaucoup, 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 on met en place des choses, enfin un effort assez important, ou alors au contraire, ça nous fige complètement et on a du mal à se mettre en mouvement, et c'est la procrastination. Mais dans les deux cas, à un moment, il y a un travail intense. Ensuite, il y a un résultat qui est souvent positif, donc qui est souvent une réussite, mais
on a l'impression qu'on n'a pas bien fait parce qu'on l'a fait à l'arrache, on l'a fait au dernier moment, on l'a pas fait comme il faut. Donc on a l'impression finalement qu'on aurait pu mieux faire et même si c'est une réussite, même si les gens disent, que c'est bien, en fait, nous, on a l'impression qu'en fait, on aurait pu faire mieux et qu'on a encore plus l'impression, d'être imposteur, en fait. De se dire: «Purée, les autres vont se rendre compte, donc il faut» et à chaque fois, en fait, ça renforce le syndrome de l'imposteur. Plus je Oui, puis ça peut réussis, rajouter de la pression du coup, ouais. Mmh. exactement, plus je réussis, plus j'ai peur d'être démasquée. Donc ça met une sacrée pression de performance, de perfection, de contrôle et ça peut amener, là encore, à l'épuisement, quoi. C'est vraiment, quelque chose qui entraîne, beaucoup de fatigue et d'anxiété. Toi, tu travailles avec des entrepreneurs? Oui, ça m'arrive. Effectivement, j'ai pas mal de personnes qui sont soit, chefs d'entreprise, entrepreneurs. J'ai pas mal de cadres aussi, dirigeants. Et c'est vrai qu'on retrouve, quand même, souvent ce même profil, de personnes hyper perfectionnistes dans le contrôle et qui, paradoxalement, manquent de confiance en elles et du coup, se sentent, jamais à la hauteur, donc vont, pouvoir aller jusqu'à l'épuisement, assez facilement. Comment est-ce qu'on peut travailler cette confiance en soi, que ce soit en psychothérapie ou que ce soit, même au quotidien, à la maison? Alors la confiance en soi, c'est déjà, en fait, c'est en lien avec la connaissance de soi et les compétences. Donc, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, nos atouts, nos faiblesses. Et c'est important pour nourrir l'estime de soi. Et là, c'est plutôt en lien avec la valeur qu'on se donne. Donc, il faut déjà bien se connaître et finalement être dans une espèce de bienveillance ou d'acceptation de soi. Euh, le problème des personnes qui manquent de confiance en elles, c'est que quand elles ont une réussite, c'est toujours quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, ils vont attribuer leur réussite à quelque chose d'extérieur. J'ai une bonne note, bah ouais, le prof était sympa, il faisait beau. Donc finalement, l'estime de soi, la confiance en soi n'augmente jamais. Alors que s'il Mmh, y a un c'est la échec, ah, validation des autres qui confirme cette, effectivement cette c'est réussite? même plus que ça, c'est j'attribue à quelque chose d'extérieur à moi la réussite, alors que si je Mmh. vis un échec, c'est de ma faute, ça montre que j'étais nulle. Donc l'estime de soi et la confiance en soi ne peut que baisser, alors que les gens qui ont confiance en eux, quand ils ont une réussite, ils se disent chouette, bah, j'ai bien bossé, là j'ai été bon là-dessus, et du coup ça augmente, alors que quand ils ont un échec, ils se disent bon bah ça arrive, je ferai mieux la prochaine fois. Et en fait, ce biais d'attribution causale, comme on appelle ça entretient encore le manque de confiance en soi. Donc ça passe déjà en fait par la connaissance de soi. Et, l'idée, c'est justement de lutter contre la perfection parce que on va jamais être parfait en tout, pour tout. Donc c'est accepter de ne pas être parfait, mais de voir ses compétences, de voir aussi voilà, ses atouts, ses faiblesses, de voir ses qualités, ses défauts et de s'accepter tel qu'on est et de se donner de la valeur donc, et de se regarder avec bienveillance en fait. Donc de ne pas prendre le fouet et de se taper dessus à chaque fois qu'on n'a pas atteint l'objectif Mmh. inaccessible qu'on s'est fixé. Oui, justement, enfin, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu toujours cette, pression, cette auto-exigence puisqu'on est soi-même son propre patron, donc il faut faire du revenu, il faut, réussir en tout c enfin, il y a cette pression qu'on se met, soi-même. Comment est-ce qu'on peut gérer justement cette pression tout en restant performant? Parce qu'on a quand même ce besoin, on va dire, de rester performant, mais pas forcément ce besoin, comme tu dis, de sortir le fouet à chaque fois pour se motiver. Ben, je pense que ça tient déjà aux objectifs qu'on se donne. Si on se donne des objectifs irrationnels, irréalistes, on va sans arrêt être dans la souffrance et dans la pression. Donc d'essayer d'avoir des objectifs justes, adaptés, ambitieux mais adaptés et de les découper en sous-étapes pour pouvoir évaluer régulièrement où on en est et d'accepter l'idée qu'il n'y a jamais de progression comme ça en ligne droite, que forcément il va y avoir des hauts, des bas et que l'idée c'est de tenir la distance sur quelque chose qui va dans le sens de nos objectifs mais de pas en fait définir sa valeur en fonction de la réussite de son entreprise, sinon c'est trop Mmh. fragile en fait. Ouais. On a de la Est-ce que valeur tu sans notre entreprise. est-ce que tu vois une différence,
entre les choses, les, les choses, les personnes, quand elles viennent te voir, est-ce que tu vois une différence entre, par exemple, les préoccupations des solopreneurs, donc des personnes qui entreprennent seules à la maison, ou les préoccupations comme tu le disais, des dirigeants, chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a aussi des similitudes? Mmh. Alors, l'incertitude financière, c'est une similitude. La charge de travail intense aussi, la responsabilité, la pression sociale également. Les solopreneurs ont plus, cette impression de solitude et de charge de travail diverses. C'est-à-dire qu'il faut, maîtriser plusieurs compétences. Il faut faire de la compta, il faut faire du secrétariat, il faut faire, voilà, il faut être un peu touche à tout. Alors que, par exemple, les chefs d'entreprise ont une pression un peu différente par rapport au management. C'est-à-dire que de manager une équipe, ça rajoute des difficultés. Euh, de savoir se positionner, voilà, ça rajoute des difficultés humaines aussi. C'est pas quelque chose qui est inné en fait de manager une équipe. C'est des choses, c'est des compétences très spécifiques qui peuvent s'apprendre. Euh, mais ça rajoute une sacrée pression et l'impression, là encore, d'être seul, mais d'une manière différente. Ça va être seul face à l'équipe, c'est-à-dire que si tout va bien, ben c'est chouette. Et dès que quelque chose ne va pas, on a l'impression peut-être, enfin souvent on me dit ça, j'ai l'impression d'être montré du doigt, j'ai l'impression de mal faire. Mmh. Finalement, il y a cette pression aussi de l'équipe qu'on a et qu'on veut garder, qu'on doit maintenir dans une bonne ambiance de travail, donner des objectifs, mais savoir les guider en fait et profiter de toute l'intelligence collective. Et ça, c'est pas évident. Mm. Toi, typiquement, tu travailles avec quels outils psychologiques, du coup, avec tes patients? Alors moi, je Avec quel, fais principalement des thérapies cognitives et comportementales. Donc c'est une approche plutôt scientifique, collaborative, assez concrète. Donc on donne des exercices entre les séances et l'idée c'est vraiment de voir le lien qui existe entre nos pensées, nos émotions et nos comportements et de décortiquer un petit peu tout ça. Parce que la façon dont on interprète les situations qui nous arrivent ont un impact très important sur les émotions qu'on va ressentir et vont amener à certains types de comportements. L'exemple que je donne souvent, c'est si ce matin en allant au cabinet, je croise un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, et je suis contente de le voir, donc je m'approche de lui pour lui dire bonjour et là, clac, il me passe devant sans me dire bonjour. Je peux me dire tout un tas de choses. Je peux me dire qu'il l'a fait exprès parce qu'il m'aime pas et qu'il avait pas envie de me voir. Ça va déclencher de la colère. Je peux me dire aussi que bah, j'ai pris un sacré coup de vieux qui m'a pas reconnu. Ça va me déclencher peut-être du dégoût de moi-même. Ou mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit un truc qui lui a pas plu, j'ai fait quelque chose qui l'a vexé. Ça déclenchera peut-être plutôt du stress, mais je peux aussi me dire chouette parce que j'étais hyper à la bourre. Et sinon, comme il est bavard, je serais arrivée en retard pour mon premier patient. Et là, c'est du soulagement. Donc on voit que Mmh. la situation, il ne me dit pas bonjour dans la rue. C'est pas ça qui déclenche une émotion, mais c'est plutôt ma façon d'interpréter. Comme si j'avais des filtres, des lunettes devant les yeux, plus ou moins épaisses, plus ou moins opaques qui colore ma réalité. Et une fois que l'émotion est là, c'est pareil, ça va me pousser vers un grand type de comportement, les tendances à l'action. Donc si je suis en colère, peut-être que je serai plus, enfin j'ai plus de risques d'être agressive, filtrer ses appels, lui faire la tête. Alors que si je pense que c'est moi qui ai fait un truc qu'il fallait pas, je vais plutôt chercher à me soulager, à enlever le doute. Donc l'appeler lui pour savoir si tout est OK, ou appeler une copine pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Mais en tous les cas, il y a un truc comme ça qui roule. Et dans n'importe quelle situation, en fait, avec tout type de problématiques, tout type de patients, on va prendre des situations concrètes dans lesquelles ils ont ressenti une émotion désagréable, où ils ont été voilà, inconfortables, et on va essayer de comprendre quelles étaient les pensées, quelles ont été les émotions, quels ont été les comportements. Et sur ces trois axes-là, on peut donner des petits outils très concrets pour les aider à casser leur mode de fonctionnement un peu automatique. Donc du coup, oui, il peut travailler à la fois entre les séances, mais aussi, Mm. en situation, de stress ou d'anxiété, prendre les outils que tu leur donnes pour essayer de travailler à l'instant T sur leurs émotions. Et alors, une chose aussi qui est revenue dans ce que tu me disais au début de l'interview et qui revient beaucoup dans mes interviews, puisque j'interviewe des personnes qui sont entrepreneurs et parents, c'est cet équilibre entre vie, professionnelle et
vie personnelle qui est souvent très difficile à maintenir. Quels conseils tu donnerais pour parvenir à un équilibre, sain? Alors l'équilibre parfait qui va jamais bouger, ça n'existe pas. C'est comme une planche de surf en fait, c'est-à-dire ça va toujours être en mouvement et l'équilibre d'aujourd'hui ne sera pas l'équilibre de demain, donc il faut le réévaluer déjà, très régulièrement. Si j'ai, je sais pas, un challenge hyper important, là, ce mois-ci, bah oui, je vais privilégier, ma vie pro pendant quelques semaines, quelques mois et après, je pourrai retomber sur un équilibre qui me conviendra mieux. Mais, l'élément à mon avis le plus important, c'est, le fait d'être en présence, en pleine conscience. Parce que dans nos vies un peu actives et notamment chez les entrepreneurs, on est sans arrêt en train d'anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister comme on l'imagine, ou en train de ruminer un passé qui n'existe plus. Et d'être dans le futur, ça peut déclencher de l'anxiété, d'être dans le passé, de la nostalgie et des regrets. Et en fait, on retrouve des gens qui, par exemple, quand ils sont avec leurs enfants, sont en train de se dire: ah, mais mince, je suis pas en train de faire ce dossier, je suis à la bourre sur tel truc, il faut que je fasse ceci, cela, et qui du coup profitent pas là du moment de complicité avec leurs enfants parce qu'ils sont là physiquement, mais dans leur tête, ils sont pas Mais là pas du tout. mentalement. Mmh. Ils sont en pilote un peu automatique. Et inversement, quand ils sont au boulot, ils vont se dire: oh là là, je rate ça avec mes enfants, il est telle heure et je suis pas avec eux, c'est la nounou, machin, etc. Et donc, ça crée un décalage. Donc, déjà, la première chose vraiment à mettre en place, c'est d'être en pleine présence. C'est-à-dire, là, je suis avec mes enfants, donc je suis vraiment avec mes enfants. Là, je suis au boulot, je suis vraiment au boulot. Et ça, c'est avec des petits exercices, oui, de méditation en pleine conscience, ou de manière formelle ou informelle d'ailleurs. Hein. Ça n'est pas forcément de se poser et de méditer, mais ça peut être de... Moi, j'aime bien cette idée de faire l'extraterrestre, tu vois, c'est de se dire, je fais comme si je venais de débarquer sur cette planète, et ce que je suis en train de faire, je le fais comme si c'était la première fois que je le faisais. Donc si, par exemple, je suis sous ma douche, au lieu de me dire, tiens, qui va chercher le petit à l'école, il faut pas que j'oublie mon colis, machin, etc., où là, je suis dans ma tête et pas du tout dans mon corps et dans l'instant, et ben là, si je suis un extraterrestre, ben, je vais être curieuse, finalement, de tout ce que je ressens. La texture du gel douche sur ma peau, de la température de l'eau, de l'odeur, des bruits, des petites bulles qui se forment. Et je vais vraiment, pendant quelques secondes, quelques minutes, être en pleine présence, en pleine conscience de ce moment que je suis en train de vivre. Et ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas besoin de prendre du temps en plus dans sa journée pour méditer. On peut méditer en même temps qu'on fait plein de choses. Mmh. C'est intéressant ce que tu me dis parce que, j'ai justement interviewé une maman il y a pas longtemps, qui est entrepreneuse, qui a développé une app, qui a levé des fonds donc elle a écrit un livre aussi donc enfin elle a eu, un agenda très, très chargé et je crois que notamment à un moment, tout ça a coïncidé quand il y avait le covid donc elle était à la maison mais elle bossait beaucoup et et sa famille, lui a fait, bah, plusieurs reproches, comme quoi, effectivement, elle bossait quand même, elle bossait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle me disait: «Moi, mon fils, je suis en train de bosser, il va venir me voir pour jouer aux jeux de cette famille, j'arrête tout, je joue aux jeux de cette famille avec lui, je fais une ou 2 parties et après je reprends». Parce qu'en fait, c'est pas très grave, 15-20 minutes, une demi heure, 3/4 d'heure, de pause. Au moins, lui, il a eu ce qu'il voulait, enfin, c'était du temps. C'est peu de temps, mais ça reste du temps, De qualitatif où j'ai dit: «OK, qualité. bah, je joue avec toi et après je retourne travailler». Toi, tu en penses quoi justement de ce type de d'organisation, de compromis? Ouais, je trouve ça génial et puis je pense que, chacun doit trouver son propre équilibre. Il n'y a pas une méthode qui pourrait être applicable à tout le monde. C'est vraiment soi avec soi, se regarder, et c'est en lien aussi avec ses valeurs. Là, certainement, il y avait la valeur complicité qui était plus forte, à ce moment-là et c'est vrai que de passer, 20 minutes avec son enfant, mais en étant pleinement là, c'est mieux que de passer toute la journée en étant dans sa tête. Donc, chacun trouve son équilibre, chacun, bah, va tester des choses et puis, va le ressentir aussi. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Puis on peut faire des ajustements tout le temps. Il y a rien de gravé dans le marbre, on peut toujours, voilà, s'adapter et ça aussi, c'est une compétence qui est hyper importante, c'est la flexibilité cognitive. C'est vraiment l'idée de, s'écouter, de se poser des questions, de faire des petits temps d'arrêt et de se demander si là, en ce moment dans sa vie, pro, perso et cetera, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'il y a des choses, des points de frustration ou des choses, des points d'anxiété? D'où ça vient? Voilà, d'écouter
écouter ses émotions aussi, parce que nos émotions sont des messages qui nous parlent souvent de nos besoins. Donc plutôt de voir ça comme des ennemis qu'il faut supprimer ou contre lesquels il faut lutter, non, au contraire, d'accueillir ces émotions telles qu'elles soient et d'essayer de comprendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est vraiment quelque chose d'important et qui nous permet justement d'être sur une vie qui a plus de sens pour nous et où on se sentira plus aligné. Bah, d'autant plus que les enfants, ils changent constamment aussi, donc il faut nous adapter aussi à leurs besoins qui changent presque tous les jours, toutes les semaines, leurs envies, leur évolution aussi physiologique, émotionnelle. Donc même nous, par rapport à ce qu'ils peuvent nous demander ou ce dont ils peuvent avoir besoin, c'est aussi une constante adaptation. Mm, tout à fait. Et alors, quels sont tu m'as parlé donc d'outils, tu m'as parlé de la méditation en pleine conscience. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, que tu recommandes aux entrepreneurs pour préserver leur santé mentale au quotidien? Donc on a parlé du fait de repérer ces petites pensées, donc notre façon d'interpréter le monde. Parce que si je reviens à mon exemple, tu vois, si quelqu'un me dit, mais Delphine, pourquoi tu es en colère contre Martin? Je vais dire parce qu'il ne m'a pas dit bonjour dans la rue. Je vais revenir sur la situation. Or, comme on l'a vu, c'est pas la situation qui déclenche l'émotion, sinon tout le monde aurait la même émotion dans cette même situation. Euh, Ce qui m'a mise en colère, c'est il m'aime pas, cette pensée-là. Euh, mais si je me pose pas la question de quelle était ma pensée à ce moment-là, je le vois pas. Donc déjà le fait de, quand on a une émotion désagréable, essayer de réfléchir et de retrouver la pensée qu'on appelle automatique, ça c'est déjà hyper intéressant parce qu'une fois qu'on l'a trouvée, après on peut la regarder et la remettre un peu en question. Donc il m'aime pas. Ok, ben peut-être que c'est vrai, hein, moi j'en sais rien. L'idée c'est pas de trouver une pensée positive, mais au moins que cette pensée soit la plus réaliste et rationnelle. Est-ce que j'ai des éléments qui me montrent que Martin ne m'aime pas? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des éléments qui vont me montrer qu'il m'aime bien? Qu'est-ce que je peux me dire d'autre? Comment je peux interpréter la situation autrement? Ou même se dire que finalement, mon cerveau, il est fait pour créer de la pensée, donc c'est ce qu'il fait toute la journée, mais il crée des fois des pensées qui sont pas tout à fait vraies, justes, et des fois des pensées qui sont inutiles. Donc on n'est pas toujours obligé de croire les pensées qu'on a, on peut aussi s'en distancier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien de réussir voilà, à prendre du recul vis-à-vis de nos interprétations, parce que toutes ces interprétations, elles viennent de notre personnalité forcément, mais aussi des événements de vie vécus, de notre éducation, de nos troubles aussi des fois. Donc c'est vraiment des choses, des filtres qui sont devant nos yeux, et ça peut être intéressant de prendre ce recul-là, au moins de se poser la question, est-ce que ça je suis en accord avec ça? Est-ce que c'est les pensées les plus vraies? Et alors, le stress aussi, c'est quelque chose finalement, même si on essaye de prendre du recul, de faire des petits exercices, c'est quelque chose qui, qu'on soit entrepreneur, parent ou pas, de toute façon, est très, très ancré dans nos modes de vie, modernes. Comment est-ce qu'on peut apprendre, entre guillemets, à vivre avec de façon un petit peu plus sereine? Parce que, enfin moi en tout cas, je pense que si on pense qu'on est stressé, ça nous stresse encore plus, si on en prend conscience. Comment est-ce Mmh. qu'on peut justement, coopérer avec ce stress pour ne pas, élever son niveau de stress? Ce qui met la pression, c'est de croire que c'est pas normal de ressentir du stress alors que c'est tout à fait logique et normal. C'est une réaction face à une contrainte. Donc, par exemple, quand il y a la canicule, notre corps, il est stressé. Voilà, donc, il n'y a pas que du stress psychologique, mais en gros, c'est quand il y a un challenge, quand il y a voilà, un défi ou quand il y a potentiellement un danger, hop, notre corps se met en mouvement change pour pour mobiliser en fait, pour se mobiliser, pour avoir plus de chances de survie, pour s'adapter. Donc c'est un processus d'adaptation et qui est plutôt très utile à certains moments parce que le stress, quand une date par exemple importante arrive, que ce soit un mariage ou un examen, donc ça peut être quelque chose aussi de positif, hein. Tout de suite ça va nous donner plus de créativité, on va avoir moins besoin de sommeil, tout notre corps change pour qu'on puisse faire face à un défi, à une charge de travail importante. Donc ponctuellement,
de manière, voilà, très courte, le stress, c'est hyper utile. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Quand le stress devient chronique, là, les hormones qui sont, libérées sont différentes et ça peut amener à des insomnies, à des troubles, anxieux, à, des problèmes aussi d'immunité, à voilà et là, ça devient problématique quand ça dure et si ça dure trop, trop, trop et ben, on épuise toutes nos ressources et là, pam, ben, c'est le burn-out. Donc le stress en tant que tel, il n'est pas du tout grave s'il reste ponctuel. Donc il y a ça, mais quand on parle de stress, on parle donc de notre capacité à réguler le stress, mais aussi des stresseurs. Il y a des gens qui ont une vie plus stressante que d'autres. Il y a un questionnaire qui est top pour ça, c'est le questionnaire de Kanji. Il y a deux parties. Une partie où on évalue les stresseurs qu'on a en ce moment dans notre vie et une autre partie qui évalue notre capacité finalement à réguler le stress ou en tous les cas notre stress physique. Et ça nous donne un peu une idée de où on en est. Mais une fois qu'on a déterminé si notre vie concrètement est stressante ou pas, il y a certains stresseurs sur lesquels on a du contrôle. Un exemple que je donne souvent aussi, mais ça c'est pour le coup c'est du vécu. Moi je suis pas trop du matin. Et il y a quelques années, tous les matins j'étais hyper stressée, je commençais la journée tout essoufflée avec voilà, la sueur sur le front, j'avais couru partout, je m'étais jetée partout pour arriver à l'heure, etc. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Ce stress dès le matin, en fait, c'est pas du tout possible. Et j'ai regardé un peu dans mon environnement ce qui était possible de faire. Et oui, ben, par exemple, d'être un peu proactive et d'être dans l'organisation. Donc, me réveiller une demi-heure plus tôt, préparer les cartables la veille, sortir le petit-déj la veille. C'est des choses toutes bêtes, mais en fait, j'ai le contrôle sur ce stresseur-là. Et alors, je n'ai pas le contrôle sur tous les stresseurs de ma vie, mais il y en a certains sur lesquels j'ai du contrôle et que je peux éliminer, en fait. Et ça me donne plus de ressources pour pouvoir ensuite eh ben, mettre mon énergie sur d'autres stresseurs sur lesquels là, bah, j'ai pas forcément le choix. Mmh. Et alors, pour revenir du coup un petit peu à ce qu'on disait, par rapport, aux personnes qui peuvent entreprendre, à des parents aussi qui ont un agenda, très chargé, hem, qu'est-ce que tu leur dirais, quels sont les bénéfices selon toi de se faire accompagner justement psychologiquement si on voit que ça va pas? Et comment est-ce qu'on peut trouver ce temps-là dans un emploi du temps qui est déjà, très chargé? Alors je dirais que c'est pas perdre du temps, c'est au contraire en gagner. C'est-à-dire qu'éviter un burn-out, ça fait gagner du temps vraiment et beaucoup d'énergie. Je pense que vraiment c'est ce qu'il faut garder en tête, quoi. Parce que si on va trop loin, après on va être arrêté par notre corps. Et dès qu'on en ressent l'envie ou le besoin, c'est important de s'écouter et de consulter. Il vaut mieux faire, je sais pas, 5 6 séances à un moment où on n'est pas encore dans un trouble, mais où on a besoin voilà, d'outils pour s'ajuster, pour mieux réguler nos émotions. Et justement, ça va nous éviter de tomber dans un trouble plutôt que de sortir d'un trouble. Ça va être beaucoup plus long. Donc, moi, je trouve que ça devrait être un peu obligatoire, un peu comme le contrôle chez son gynéco ou chez le dentiste, de faire des contrôles chez son psy. Je pense que ça devrait vraiment devenir obligatoire une fois par an, voilà, d'aller voir si tout va bien, de faire quelques séances. Et je pense que l'idée de la prévention en santé mentale, c'est trop sous-coté en fait. On n'a pas besoin d'aller mal pour avoir envie d'aller mieux. Mmh. Ouais, tout à fait. Et quelle est la plus grande leçon que tu as appris justement, de toutes ces années de psychothérapie avec tes patients? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner, comme enseignement? Oh là, c'est dur de trouver un seul enseignement, je sais pas. Quelque chose, moi, qui me touche beaucoup et que je travaille presque avec chacun de mes patients, peu importe leur problématique, c'est l'idée des valeurs, justement. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me fait lever le matin en ayant la banane, en ayant envie voilà, d'entreprendre cette journée? Et je pense que trop peu de personnes se posent la question de ce qui donne du sens à leur vie. Et donc déjà ça, d'identifier ses valeurs et ensuite ben, de diriger sa vie en fonction de ses valeurs pour se sentir aligné. C'est vraiment une des grandes composantes hein, du bonheur, d'avoir une vie qui a du sens et de s'engager dans une vie qui a du sens pour nous.
Et ça nous aide aussi à supporter la souffrance qui est inhérente à la vie, parce que malgré tout, la souffrance, c'est une expérience universelle, humaine, qu'on va tous traverser, qu'on traverse tous par moments. Donc on ne peut pas en faire l'économie malheureusement, mais quand on est dans ces valeurs, c'est plus facile de supporter la souffrance. Et je pense que c'est vraiment un travail qui est hyper intéressant à entreprendre, ce travail de découverte de soi-même. Et en fait, ça nous permet d'être tellement flexible par rapport à ses choix de vie et de se sentir sûr et aligné. C'est top. Bah, en tout cas, c'est une très belle leçon que tu donnes, aux auditeurs, de Biz and Bibs. Est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a envie d'être accompagné, avec toi? Tu prends toujours des patients? Oui, par période, ça dépend. Là, effectivement, j'ai ouvert des créneaux en septembre. On peut me contacter à partir de mon site internet. Donc, c'est pi.fr. Super. Bah, merci en tout cas Delphine pour ta participation à Biz and Bibs. On espère que cet épisode pourra servir de déclic, on va dire, à de nombreux entrepreneurs, qui nous écoutent pour prendre soin d'eux, pour, choisir, sauter le pas de se faire, accompagner. C'est très important de le faire, comme tu le dis, avant qu'il, soit trop tard ou avant qu'on en C'est ressente, jamais trop trop le tard. Non, besoin. non. C'est jamais trop tard? Ouais, Non. c'est vrai, oui, oui. C'est jamais trop tard, voilà, pour se faire accompagner. Merci en tout cas Delphine pour ces conseils. Eh bien, merci pour l'invitation. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn ou newsletter Biz and Bibs pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.